se trouvent par exemple ces pauvres voyageurs à qui Prospero fait croire par un tour de magie que leur navire est en proie aux flammes et que la mer est déchaînée par une tempête. Après tout, de telles catastrophes se produisent réellement, et celui qui, au milieu d'un tel désastre, suggérerait qu'il ne s'agit que d'hallucinations, se comporterait tout simplement en fou. Aussi, lorsque Prospero affirme que tous ces événements ne sont que l'effet de la magie, de sa magie, il est plus plausible pour les voyageurs de le considérer comme un fou. Et la fonction épistémique de l'allégorie plutôt insipide qu'on trouve dans l'acte 4 de la tempête est de démontrer à Ferdinand que lui, Prospero, a réellement de tels pouvoirs. Je dois déployer aux yeux de ce jeune couple quelque prestige de mon art. Dans le cas contraire, comment les voyageurs pourraient-ils croire ce qu'il dit sans désespérer de leur propre capacité à distinguer le réel de l'imaginaire? Grâce à l'explication par la magie, le naufrage du navire n'a pas plus de poids ontologique que l'édifice sans base de cette vision. Les voyageurs doivent réviser toutes les croyances fondées sur l'idée de la réalité du naufrage et rétablir l'histoire véritable des événements récents à partir de leur version contrefactuelle fondamentalement illusoire. Qu'on pense au problème insurmontable qui se poserait si on voulait expliquer le fait que le navire est demeuré intact tout en continuant à croire qu'un feu s'était réellement déclaré en mer et qu'il y a eu naufrage. Notre cas est certes rendu encore plus complexe par le fait de la magie qui est à peu près du même ordre logique que le rêve ou le reflet, mais cette complication, mise à part la situation, est d'une telle puissance philosophique qu'elle pose l'ensemble du problème du scepticisme. En effet, s'il est vrai que les prédicants en question impliquent que l'objet auquel ils se réfèrent est un faux objet, au sens où un faux ami n'est pas un ami, et une fausse grossesse pas une grossesse, ils ne nous mettent pas pour autant à l'abri du danger de prendre un faux X pour un X, ceci dans la mesure où, par son apparence extérieure, un faux X ressemble assez à un X, pour qu'on puisse se tromper à son sujet, ce qui a amené Descartes à supposer qu'il est toujours possible que nous prenions le monde des rêves pour le monde réel. De même, pour un esprit soupçonneux comme les Platons, le fait qu'un X d'imitation est également un faux X implique que l'art mimétique comporte en permanence la possibilité de l'illusion. Bien entendu, les croyances concernant de faux objets ne sont pas nécessairement des croyances fausses, et on peut noter dès maintenant, puisqu'il s'agit d'une ambiguïté que nous retrouverons plus loin, qu'une croyance fausse est une croyance. De même qu'une phrase fausse est une phrase. En tout cas, et abstraction faite des questions d'illusion, c'est certainement la flétrissure morale liée à la fausseté descriptive qui a préoccupé Platon en relation avec la question des œuvres d'art mimétiques. Mais de toute évidence, il ne lui est pas venu à l'esprit que le concept d'œuvre d'art suffit déjà à distinguer les objets auxquels il s'applique de ceux du monde réel, indépendamment du fait de savoir si par surcroît ces objets sont ou non des imitations. C'est comme s'il ne s'était pas rendu compte qu'une chose peut être disqualifiée comme irréelle pour des raisons n'ayant rien à voir avec le fait d'être une imitation. Prenons la fonction d'une expression comme telle n'était pas mon intention appliquée à une action. Elle sert précisément à soustraire celle-ci au système d'appréciation et de réaction auquel serait soumise une action extérieurement similaire mais intentionnelle. Il en est de même pour les expressions « ce n'était qu'une blague » ou « c'était seulement un jeu » et aussi « c'est une œuvre d'art ». Mais objectera-t-on que dire du lit de J, qui toute œuvre d'art qu'il est ressemble tout à fait à un lit ordinaire, pour la raison que c'en est un. Nous enjoint de ne pas hésiter à nous coucher dedans. Il nous dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais nous n'obtempérons que précautionneusement, car si nous sommes sûrs de savoir que faire d'un lit, nous sommes totalement incertains du comportement qu'il convient d'adopter à l'égard d'une œuvre d'art qui se trouve être un lit. D'autant que, s'agissant d'un lit ordinaire, les encouragements prodigués par J sembleraient plutôt déconcertants. Quoi qu'il en soit, il existe des liens conceptuels étroits entre les jeux, la magie, les rêves et l'art. Ils ont en commun de ne pas appartenir au monde et de se trouver tous séparés de lui par le même genre de fossé, ce fossé que justement nous tentons d'analyser ici.
En définissant la mimesis par la non-réalité, on n'aura certes fait qu'un premier pas sur le chemin de sa compréhension, car les imitations ne sont pas seulement de fausses choses, elles ont surtout comme fonction de représenter des choses réelles. Mais le concept de représentation est lui-même ambigu, et nous ferions bien d'examiner cette ambiguïté avant d'aller plus loin. Les deux sens du terme représentation qui m'intéresse ici ont été distingués par Nietzsche à propos de la naissance de la tragédie, qu'il situe spéculativement dans le cadre des rites dionysiaques. On concédera sans doute que dès lors que quelque chose est identifié comme étant d'ordre religieux, cela ne fait plus partie de la réalité, du moins sous sa forme quotidienne. De l'eau bénite n'est pas seulement de l'eau, même si rien ne permet d'en distinguer un échantillon d'une quantité égale d'eau banale. Par conséquent, on peut établir un parallèle logique entre ce qui délimite un espace sacré, par exemple le bocage de Dionysos, et ce qui délimite cette enceinte spécifique à l'intérieur de laquelle les événements sont classés officiellement comme appartenant à l'art. Je ne manquerai pas de revenir à ce parallèle, mais prenons d'abord le temps d'examiner la théorie de Nietzsche. Il faut rappeler en premier lieu que les rites dionysiaques donnaient lieu à des orgies, au cours desquelles les officiants, grâce à l'usage de drogue et par des jeux sexuels, s'élevaient jusqu'à un état de frénésie qui était étroitement associé à Dionysos. Presque partout, écrit Nietzsche dans La naissance de la tragédie, le noyau de ces fêtes consistait en un débordement de la frénésie sexuelle. La plus sauvage bestialité naturelle se déchaînait là jusqu'à ce mélange abominable de volupté et de cruauté qui m'est toujours apparu comme le véritable filtre des sorcières. En résumé, l'effet escompté était de neutraliser les facultés rationnelles et les inhibitions morales, ainsi que d'abolir les frontières entre les différents sujets pour aboutir au moment paroxystique où le Dieu lui-même apparaissait à ses officiants. À chaque célébration de ce rite, les participants croyaient que Dionysos était littéralement présent, et c'est là le premier sens du terme représentation, une représentation. Mais après un laps de temps indéterminé, ce rituel en vint être remplacé par sa propre mise en scène symbolique, c'est-à-dire le drame tragique. Les officiants qui plus tard allaient former le chœur ne se livraient plus vraiment au rite, mais se contentaient d'en imiter les danses et les autres pratiques comme une sorte de ballet. Au moment paroxystique, ce n'était plus Dionysos lui-même qui apparaissait, mais quelqu'un qui le représentait, et Nietzsche pense que le héros tragique est issu de cette primitive épiphanie de substitution, d'où le deuxième sens du terme représentation. Une représentation est une chose qui en remplace une autre. Par exemple, les représentations du Congrès américain agissent à la place de ceux qui les ont mandatés. Bien entendu, il y a une différence énorme entre la situation dans laquelle un Dieu véritable apparaît à une sorte d'âme collective et celle où quelqu'un se borne à imiter le Dieu grâce à une représentation symbolique. Devant un simple auditoire, cependant, mes préoccupations étant moins d'ordre historique ou religieux, psychologique que d'ordre conceptuel, ce qui me frappe, c'est que les deux sens du terme représentation correspondent de très près aux deux sens du terme anglais appearance. Le terme désigne d'abord la manifestation de la chose elle-même, comme lorsqu'on dit que l'étoile du soir est apparue au ciel. De toute évidence, son mode d'apparition est tel qu'il serait ridicule de soutenir que ce n'était qu'une apparence, et non l'étoile elle-même. Mais selon son deuxième sens, appearance signifie effectivement l'apparence qui s'oppose à la réalité, peut-être à la suite de Platon. C'est ainsi qu'on dit que ce qu'on avait pris pour le soleil était en réalité une simple apparence, une effigie, quelques taches de lumière vive. Dionysos est censé être apparu à ses officiants selon le premier sens du mot appearance. Dès lors, ceux qui croyaient qu'il s'agissait uniquement d'une apparence devaient avoir l'impression que le rituel n'avait pas fonctionné. Dans les mises en scène tragiques, distanciation symbolique des rituels dans leur transfiguration hellénique, Dionysos paraît, selon le deuxième sens du terme, au cas où quelqu'un aurait cru qu'il s'agissait de l'apparition réelle du Dieu. Son interlocuteur lui aurait répondu que c'était seulement une apparence et non la réalité. Et si la première personne avait eu raison, la seconde aurait dû en conclure qu'il s'était produit une violation grave des lois définissant le théâtre, étant entendu que les dieux n'ont pas à s'en mêler. Je pense que cette ambiguïté joue un rôle très important et qu'elle ne se limite pas à l'exemple d'où je l'ai tiré.
Il est certain qu'à l'origine, le premier sens du terme représentation ou du terme appearance a dû être en étroite liaison avec le concept d'art, ce qui explique peut-être le caractère magique qu'on prête souvent à l'activité artistique. L'artiste, pensait-on, avait le pouvoir de faire réapparaître une réalité donnée dans un état médium, par exemple un dieu ou un roi dans la pierre. Pour les vrais croyants, une effigie de la crucifixion était certainement l'événement lui-même, miraculeusement réactualisé, comme s'il avait été doté d'une identité historique complexe qui le rendait capable de se produire à des époques et en des lieux différents, tout en restant un seul et même événement. C'est sans doute en gros de la même manière que selon la légende bien connue, on croyait Krishna capable de faire l'amour simultanément à d'innombrables vachères. Comment pourrait-on expliquer les rigueurs de l'iconoclasme et les interdits frappant les images gravées sans admettre l'existence d'une telle croyance? Platon suppose d'abord que les formes sont présentes dans leur apparence et qu'ainsi ces dernières possèdent une certaine réalité, fût-elle dégradée. Ensuite, il oppose les apparences à la réalité, tirant pour ainsi dire parti des deux côtés de l'ambiguïté. En tout cas, lorsque la crucifixion représentée finit par devenir une représentation de la crucifixion, donc une simple image, les croyants auxquels elle s'adresse ne sont plus les co-participants d'une histoire mythique, mais plutôt un simple public. De la même façon, les murs de l'église se transforment quasiment en murs d'une galerie d'art, eux-mêmes apparentés aux murs du théâtre, qui, si Nietzsche a raison, serait une transformation architecturale des enceintes du lieu sacré. La forme très ancienne de la théorie mimétique, selon laquelle une représentation incarne ce que selon la conception plus moderne elle ne fait que remplacer, trouve peut-être un appui grammatical dans le fait que nous continuons à parler du contenu d'une histoire ou d'une image. Ainsi, les expressions Picture of Marx, portrait de Marx, ou Story of O, histoire d'eau, sont grammaticalement identiques aux expressions Bottle of Beer, bouteille de bière, ou Kettle of Fish, marmite de poisson. Cependant, dans les deux derniers exemples, le mot off est le marqueur de ce que les grammairiens appellent au niveau de la structure profonde une locution prépositionnelle, prepositional phrase. On pourrait donc objecter qu'il s'agit en fait de deux formes grammaticales différentes, puisque story of O admet un génitif, à savoir O, stories, alors que le génitif beers, bottles est impossible. On boit une bouteille de bière mais pas la bouteille. Cela dit, je pense que cet argument est illusoire. L'expression O, story, est en effet ambiguë. Elle peut certes se référer au récit sadique traitant de la dégradation sexuelle de cette jeune femme, mais elle peut renvoyer tout aussi bien à l'une des histoires racontées par O. De la même façon, l'expression tableau du duc de Wellington peut désigner le portrait de Goya, représentant le duc de Fer, tout comme elle peut renvoyer à n'importe laquelle des toiles faisant partie de la collection du duc de Wellington, y compris peut-être à ce portrait. Dans ce cas, il s'agirait du portrait du duc appartenant au duc, en sorte que l'expression du duc serait employée comme prédicat identifiant celui des tableaux du duc auquel nous nous référons, ce que Goodman symbolise en utilisant des traits d'union pour former le prédicat tableau-du duc de-Wellington. Si on admet que les représentations mimétiques sont issues de ce qu'on croyait être des représentations de la chose elle-même, et si on accepte que dans ce dernier cas il était possible de croire qu'on était en présence de la chose elle-même, il est aussi possible que dans le cas de représentation mimétique, on crut faussement être en présence de la chose réelle, à supposer, ce qui est sans doute contraire aux faits historiques, que les deux représentations se ressemblaient entre elles, et que donc la représentation mimétique ressemblait à ce qu'on avait pris pour la chose réelle. En effet, le passage d'une représentation à l'autre n'induit aucun changement perceptible. Seul change la manière de concevoir la relation existant entre apparence et réalité. Dans le premier cas, il s'agit d'une relation d'identité, en ce sens que voir l'apparence, c'est voir la chose, alors que dans le deuxième, il s'agit d'une relation de désignation. C'est ainsi qu'un fossé se creuse entre la réalité et ses représentations, comparables sinon identiques à celui séparant la réalité de la langue, pour autant qu'on considère la nature représentationnelle et descriptive de cette dernière. Il me faudra encore revenir souvent à cette double conception de la représentation, mais pour le moment c'est surtout sa forme mimétique qui me retient. Dès lors que d'après les critères de similitude en vigueur, une représentation est jugée suffisamment ressemblante à la réalité pour qu'on y voit une imitation,
Les erreurs spécifiques sont possibles. On peut prendre une chose réelle pour sa propre imitation, ou, car plus probable, on peut prendre une imitation pour la réalité qu'elle désigne, et par conséquent avoir envers une représentation les attitudes et les attentes appropriées uniquement à sa réplique réelle, qui est d'un niveau ontologique différent. Ainsi, les artistes engagés dans des activités à visée mimétique doivent prendre des précautions particulières afin d'empêcher ces deux genres d'erreurs, qui sont l'inverse l'une de l'autre. Une des fonctions du théâtre est précisément de cet ordre. Les événements auxquels on assiste sont mis à distance et exclus par convention du système de croyance qui s'appliquerait aux événements réels leur ressemblant exactement.